Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Coin des Chamans. Aujourd'hui, je suis dans la Drôme, je suis reçu par Joanne. Bonjour Joanne. Bonjour, comment vas-tu Gérard? Eh bien écoute, ça va merveilleusement bien, heureux d'être chez vous, Oui. puisque, alors pour ceux qui ne le savent pas encore, Joanne est l'épouse de Tal Chaleur, Christian Tal Chaleur, avec qui on a fait une interview il n'y a pas très longtemps. Joanne. Oui, voilà. Joanne, pour les quelques téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu qui tu es, d'où tu viens, ton parcours, quoi, et surtout comment t'en es arrivé là? Oui, bien sûr. Alors bien, c'est long, mais on va essayer de trouver un petit résumé. Alors donc, bienvenue à tous déjà, et merci aussi de me suivre, de m'accueillir avec votre cœur, parce que nous ne pouvons pas sortir le meilleur de nous-mêmes que si nous passons par le pont du cœur et de la conscience évidemment spirituelle. Alors donc moi, aussi loin que je remonte dans mon enfance, je retiens deux choses. La première chose, c'est que j'ai toujours été au contact avec l'extraordinaire, le monde des esprits, si bien que ma difficulté d'enfant, c'est de confondre les dimensions. C'est qu'il y a eu des moments, je ne savais pas si j'étais avec tout le monde ici sur Terre ou si j'étais avec tout le monde dans les sphères d'en haut, dans les sphères d'en bas, dans les sphères du milieu. Et même ces mots compliquent un petit peu parce que j'étais absolument incapable de savoir l'existence de toutes ces sphères. D'accord. Mais comme je ne me suis pas comparée, Ouais. et que je n'ai pas été terrorisée par qui que ce soit, je ne me suis jamais posé des questions et en fait je trouvais que c'était normal. Bien sûr. Et que c'était pas si important de savoir si j'étais là, si j'étais ici, si j'étais ailleurs. Si bien même que lorsque je faisais des voyages hors du corps, que je ne savais pas Que c'était des voyages hors du que corps. c'était des voyages hors du corps, D'accord. il m'a fallu parvenir à l'âge adulte et découvrir des autres voyageurs, d'autres voyageurs astraux pour me rendre compte que, en fait, j'étais en voyage. Ouais. Cependant, il y a quand même eu un événement de ma vie où vraiment là, à coup sûr, j'étais en voyage. C'est que c'était pratiquement toutes les nuits, j'avais des anges ou des guides spirituels ou des esprits qui commençaient par venir me chercher. Et comme je vivais sous les tropiques à Madagascar, mon pays d'origine, ça commençait par me donner cette impression d'être éventé comme ça, comme si des plumes gigantesques m'éventaient. Et là, alors là, je m'abandonnais en fait, tellement il faisait bon. Ok. Je pense qu'aucun enfant du monde ne résisterait à s'abandonner, surtout quand il fait chaud, et vous sentir éventé. Alors même, vous ne pensez même pas aux anges, donc vous ne pensez même pas aux ailes, mais vous êtes éventé. Et hop, je me dégageais de ce corps, mais sans me rendre compte que je me dégageais. Bien sûr. Je devenais de plus en plus légère, de plus en plus fluide, souple, de plus en plus mieux dans ma peau. Et là démarrent des voyages. D'accord. Je voyais des villes, j'entendais des chants, des chœurs. Si je rajoute céleste, je mentirais. Parce que je ne savais pas. Ouais, d'accord. J'entendais des chœurs, j'entendais beaucoup de joie. J'entendais crépiter la lumière, je voyais des paysages dans des lumières, de toutes sortes de lumières, des roses, des vertes, des bleus, des violets. Et là, par contre, je me disais, je suis dans des paysages de rêve. D'accord. J'étais accueillie par des super parents. Des fois, c'est comme si c'était des ancêtres de l'humanité, vêtus un peu comme nous, même si je ne les avais pas vus.
je comprenais très bien que c'était des ancêtres de l'humanité. Puis par moments, par des êtres de blanc, et de blanc comme c'était terrestre, mais à d'autres moments, c'est des êtres de lumière. D'accord. Alors, la seule chose que je retenais à ce moment-là, c'est que j'étais à la fois ici et je rêvais, et rien ne distinguait que je faisais partie des rares personnes qui rêvaient, puisque je n'avais jamais fait d'enquête, j'ai jamais posé la question aux autres enfants dans ma naïveté d'enfance, mon innocence pure d'enfance. Je m'abandonnais en me disant que c'était normal. Tout était normal. En fait, tout est normal jusqu'à ce que quelqu'un te dise que ça l'est pas. Voilà. Mais non, on est d'accord là-dessus. Là-dessus, et donc je suis partie pour vous dire comment je sais que je faisais des voyages hors du corps. Et là, je traversais des mondes, je rencontrais des êtres, j'entrais dans des royaumes, j'entendais des enseignements. Des fois, on m'amenait même au-dessus des foyers humains. Où j'étais amenée à observer comment fonctionnaient les couples, comment fonctionnaient les parents avec les enfants, comment fonctionnaient les frères et sœurs, comment fonctionnaient les associations, comment fonctionnaient toutes ces relations humaines dans des bureaux ou dans... Et je ne comprenais pas encore exactement ce que j'y faisais, et bien plus tard, j'ai compris que c'est comme si on me montrait d'abord quelles ont été les situations que nous avons créées pour pouvoir m'apporter des réponses. D'accord. C'est-à-dire comment faire pour y remédier. Et dans tous ces voyages, oui. Tu avais quel âge? Oh, très jeune. 4, 5 ans, je suis remontée à des mémoires. Oui, j'ai la mémoire de mon enfance. D'accord, c'est très bien. Jeune. Pas à la naissance. Oui, d'accord. Sauf quand quelqu'un m'expliquait des scènes de mon enfance, même après la naissance. J'ai également développé la capacité de m'y trouver. D'accord. Et là, j'ai besoin de la voix de la personne qui guide. Et du coup, je vois plus qu'elle ne rapporte. D'accord. Jusqu'à aujourd'hui, même quand Tal m'avait amené aux États-Unis, la première fois que j'étais du côté des Salènes, je ne savais pas du tout. Tal me racontait ses stages, et Salènes, c'est un centre, un institut d'où naissent toutes les thérapies à la mode en Occident. Et on traversait la route, donc en longeant la mer. Puis à un moment donné, je disais à Tal, tiens, c'est drôle, tu sais ce que je vois? Elle me dit quoi? J'ai dit, je vois des Indiens, mais ce n'est pas seulement une ethnie, et ce n'est pas des hommes, ce n'est pas des femmes, mais des familles, des enfants. Et ça n'arrête pas de traverser, de traverser, de traverser, de traverser, vêtus de toutes sortes de vêtements. Je sais que ce sont des Amérindiens. Et Tal, il éclate de rire, il s'arrête un instant, il me dit, tu es en plein territoire des quêtes de vision ancestrales, chamaniques, où de tout temps les Indiens allaient à la mer qui est juste en dessous et que je ne voyais pas encore la mer pour aller faire la quête de vision qui permet de retrouver ses rêves, de se recentrer et tout ça. Et quand elle me racontait ses divers stages, il était ahuri parce que j'arrivais à lui décrire des scènes dont il ne se rappelait pas. C'est trop fort. Et donc, grâce à ça, j'ai pu suivre beaucoup de stages. Et vous savez combien Tal, il en sait des choses. C'est une bible ambulante de savoir, de connaissances. Pas seulement en tant que médecin, il s'est formé à l'acupuncture, il s'est formé à la naturopathie, il s'est formé au toucher, à l'hygiénisme, mais je ne sais pas quel est le domaine que Tal n'a pas touché. Et quand il me racontait ses divers stages, j'étais plongée dans ces stages. Et donc moi, je fais partie des gens, j'ai fait très peu de stages, mais vraiment très peu. Donc ça vous montre qu'il a fallu que je fasse vraiment confiance aux esprits qui me guident depuis l'enfance. Et donc pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure quand même, donc quand j'étais accompagnée, éventée, amenée,
j'ai été guidée et mon premier guide spirituel, ça je me rappelle, c'est me donner la sensation que si j'osais le regarder, j'allais me brûler les yeux. Waouh. Donc je me laissais guider sans jamais me retourner. D'accord. Mais il fallait une confiance folle. Ouais. Et donc, à la fois ça chantait, ça parlait, ça enseignait, ça montrait des villes, ça montrait des endroits. Des fois, je vois arriver une rivière, mais je ne touchais pas. Des fois, je vois arriver la mer. Des fois, j'arrivais à entrer dans des villes de lumière. Et là, c'était quand même étonnant parce que mon village, il n'y avait pas d'électricité. Des villes comme ça, c'est incroyable. Et à la fois, j'avais l'impression d'entrer dans la ville, mais d'être en dehors. Donc, ce que je vais retenir, c'est que j'étais toujours un peu en dehors de tout ce que je voyais. Ouais, d'accord. Mais un jour, je voyais approcher une ville de lumière, mais une ville grandiose avec des tas d'êtres, des tas de vaisseaux, des tas de... Mais des présences extraordinaires, mais avec des chants qui s'élevaient, mais qui me propulsaient plus haut. Il faut dire que je suis à l'origine protestante, c'était le deuxième point. Il y a le voyage, l'autre point, c'est que je suis d'origine protestante. Donc, j'ai toujours chanté au temple, j'ai toujours fait l'école de dimanche avec tout mon cœur, je chantais en plein poumon. J'adorais ça, j'entendais vraiment Dieu. Ouais, d'accord. Dieu était en moi, j'avais aucun doute. Je crois que j'étais parmi les effervescentes, les ferventes et effervescentes chrétienne de mon âge. Et puis bon, donc ce jour-là, on approchait de la ville. Il y a un fleuve qui était beaucoup plus dense. Je voyais ce qui habitait dans le fleuve. Je voyais même des lumières dans le fleuve. Mais j'ai pris l'habitude de ne pas entrer dans les éléments, dans les situations. Donc j'étais là. Quand brusquement je me suis sentie comme aspirée, et là plongée dans le fleuve au fond, et j'ai senti le contact de l'eau. D'accord. Et là, c'est là que j'ai vu la première fois que j'étais en voyageur du corps. C'est pas du tout avec un corps en haut, un corps en bas. Le fait que je sois au contact de l'eau m'a comme fait prendre la respiration. Ouais. Et du coup, j'ai eu l'impression d'être entrée dans la gaine de ma respiration à une vitesse extraordinaire. Je me suis retrouvée dans mon corps d'enfant, endormie dans cette chambre avec tout le monde, dans mon village. Et là, j'ai senti que j'ai pu entrer dans mon corps. Je suis entrée dans une autre réalité. Mais j'ai même pas eu le temps de voir qui est là, ni demander à quelqu'un. Dès que j'ai eu ma respiration, j'étais inspirée et je me suis retrouvée de nouveau dans le voyage, donc dans cette cité, dans l'eau, dans ce monde hyper protégé, ce monde magique où tout est possible, où la créativité fusait de tous les côtés, où j'entendais à la fois parler là et chanter là-bas. Je voyais à la fois ce que quelqu'un faisait ici et quelqu'un faisait là-bas. J'étais à la fois dans ce monde et j'étais dans d'autres mondes. C'est une sensation d'être partout à la fois. D'accord. Partout à la fois. Waouh. Et mais j'ai pas eu peur parce que tant que j'ai pas raconté mes histoires à quelqu'un qui en doutait. Bah oui, bien sûr. Non, j'étais tout à fait bien avec ça. Donc j'étais tellement rassurée que je me suis dit que tout le monde... Et donc j'ai toujours été avec les esprits. Et là où je confondais les mondes, c'est que j'aimais beaucoup aller à la pêche. Avec juste mon petit bambou, avec un fil, un petit bouchon. Je restais dans les rochers toute seule, où je partais à la pêche aux crevettes en prenant des nasses. Là même où il y a des crocodiles. Des fois, je me dis aujourd'hui, parce que j'ai appris à avoir peur, comment j'ai fait? Je longeais le bord, je cherchais le moindre trou pour faire sortir les crevettes. Par un crocodile. Et on racontait dans les villages. Il y avait le crocodile là. Je voyais même le crocodile au soleil.
qu'on appelait l'ancêtre, là où j'ai péché. Ouais. Mais tout le monde a dit qu'il était là. Et moi, je voyais bien qu'il était là, avec des oiseaux qui étaient sur son dos et tout, mais c'est incroyable. Ah oui. Je n'ai jamais eu peur. D'accord. Mais il n'y a jamais rien, personne ne m'a jamais dit que ça pouvait être anormal, que ça pouvait être décentré. Même les gens qui se sont fait mordre, qui existaient, racontaient qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas centrés, que c'était normal. D'accord. C'était normal. Et personne ne se retenait pour ne plus pécher parce qu'il y a les crocodiles. D'accord. Ok. La vie continuait comme des cochons, étaient dans les villages, comme des canards traversés partout, des poules, des enfants. Bref, non, en fait, c'était un monde, quand même, on peut dire, en harmonie. Ok. Ouais, tous les règnes étaient en harmonie. Avec quelques, bien sûr, comportements décentrés, notamment sur l'éducation des enfants, où on avait reçu des coups, ou des couples, des fois, qui se déchiraient, ou qui se séparaient, mais qui devenaient aussi, d'ailleurs, en réalité, normales. Oui, non, tout à fait. Normal. Mais alors, comment ça s'est passé quand tu as commencé à en parler aux gens? Donc, il a fallu que, parce que je fais partie également des familles déracinées, comme par hasard. C'est-à-dire que mes parents venaient des hauts plateaux de Madagascar, de Antananarive, Antsirabe, côté de Fianarantsoa, et ils ont immigré depuis 2 générations avec un arrière-grand-parent pasteur d'un côté, un arrière-grand-parent qui était qui est descendu d'une famille royale, absolument obscure, méconnue, où aujourd'hui je me demande s'il n'y a pas eu d'histoire de trahison ou des rejets d'une lignée ou de... J'en sais rien, mais en tout cas l'histoire c'est que de ce côté-là de ma mère, il y avait toute une famille qui avait immigré des hauts plateaux pour aller dans le sud. Et se sont déplacés avec beaucoup de frères. Le sud, c'est le canal de Pongalan. Non, ça, c'est presque sud, mais plus est. Plus est. Le sud, c'est plus Tuléar. Ah, Tuléar, ok. Tuliara, Fort-Dauphin. Ah oui, ok. Ça, ce sont les grands suds. Fort-Dauphin, Antany, etc. Et moi, je suis plutôt de Tuléara et Tuliara, et ma famille, s'était retrouvée. Les grands-parents de mon père, les parents de ma mère, les grands-parents de ma mère, dans un village qui s'appelle Belamout, à côté de Béza. C'est la première fois que j'en parle. Donc on quitte Tuliara et on va à l'intérieur des terres. Alors aujourd'hui, quand on y va, on va à la mer, on va du côté de Manguil, qui n'est pas du tout mon village d'origine. Et donc, là-bas, ils ont fait, là où c'est extraordinaire, ils ont fait comme sur les hauts plateaux, notamment à Tana, où ils ont bâti un village sur le sommet d'une colline, alors que les Antanouches qui sont là-bas, les Mahafal, ils ne faisaient pas de village sur les hauteurs. Donc, et ils avaient fait des maisons en dur, comme à Tana, comme dans les régions de Tana, et ils ont appelé leur village Androuva, qui signifie à la ville ou au royaume, au palais. Le Rouva à Tana, c'est le palais. Alors quand je parle de ça, je suis un peu mal à l'aise parce que beaucoup de gens, plus on est paumé, plus on s'accroche à ses descendances royales. Et je suis mal à l'aise parce que très franchement, il ne reste que le nom, que l'appellation, le souvenir, parce que j'ai été coupée de ma famille. Et comme mes parents étaient très pauvres, on n'a jamais réussi à les retrouver. Et moi, quand j'ai eu les moyens un peu plus tard, dès les premiers voyages, j'ai vu tout de suite que j'allais avoir à charge des familles entières. Alors je dis, alors dans ce cas, je ne cherche pas du tout à faire l'arbre généalogique. C'est beaucoup trop difficile. Et puis, dans cette famille royale, entre guillemets, quand on est enfant,
ce qu'on veut, c'est avoir plus de famille. Ben oui. Et ce qu'on veut, c'est être gâté par des oncles, des tantes Bien qui sûr. nous font des cadeaux, des présents. Ben moi, je n'avais rien eu. Je n'ai eu aucun avantage de ça. Et je ne pouvais même pas le raconter à qui que ce soit parce que dans le village où on s'est exporté, hein, où mes parents sont installés, dans les villages, mais tout le monde s'en foutait. Ben oui, bien sûr. C'était également des gens qui descendaient de royauté, mais c'est de style, ils sont des rois antalouches, de rois mahafal, mais sans vestige, sans prestige, sans... Bref, les gens avaient des nattes, hein. Ils dormaient sur des nattes, c'était pas... Bien sûr. Oui, là, il n'y avait pas de quoi se disputer pour vouloir être reconnue comme une princesse. Alors, dans le sang, j'ai un peu de sang comme ça, mais en plus, comme je suis mélangée, alors j'ai appris plus tard que les descendances royales détestent les mélanges. J'ai de l'indien dans le sang, de l'hindou, parce que plus tard, le père de mon père est métis bagnan, ces hindous qui viennent du véganisme, du vegan. Avant même que je ne sois au courant qu'on s'alimente comme ça, qui était de l'ethnie des bijoutiers de l'Inde. Ils sont un petit peu rares à Madagascar. Après, le mélange avec Antananarive, Antsirabe, Fenaratsu. Donc, je le dis, mais très franchement, ne considérez pas. C'est maintenant, en fait, que je me sens vraiment princesse. Princesse des étoiles, accompagnée des esprits qui m'amènent chanter, danser, mais le reste, je vois vraiment la différence entre les royaumes humains et les royaumes célestes. Et je ne revendique pas d'être reconnue pour avoir un royaume terrestre. Alors voilà. Oui. Alors, comment est-ce que... Parce que bon, on est là en pleine spiritualité, en pleine connexion, mais comment est-ce que le chamanisme est arrivé dans ta vie? Oui. Alors, j'ai toujours vu les esprits. Oui, ça d'accord. Quand je nageais, je raconte dans mon livre La chamane sauvage, qui n'est pas mon premier livre d'ailleurs. Est-ce que je l'ai là? Voilà, oui, c'est ça. C'est celui-là, voilà. Voilà. La chamane sauvage. Voilà. Je raconte dans ce livre, qui n'est pas du tout mon premier, parce que oui. Au début même, je ne savais même pas que j'étais chaman et que c'était valeureux. Tout simplement parce que le mot chaman, on ne l'utilise pas dans mon pays. Ah, comment on dit les chamans chez vous? Chez nous, en fait, on dit des sorciers. Ah, d'accord. Ouais. Et pas dans le sens péjoratif. Non, non, dans le vrai sens. Voilà. On dit ombiage, on dit dans le sud où j'étais. Non, on n'utilise pas chaman. D'ailleurs, chaman, c'est un mot d'origine russe, de Sibérie. Ouais, ah d'accord, Sibérie. Donc, chaman, ça vient, en fait, c'est de la langue toulouse. Donc, vous voyez, on l'utilise parce qu'on a besoin d'un terme que les gens peuvent comprendre. Ça s'est généralisé le terme chaman, voilà, on les ça s'est généralisé. Partout, mais... Et certains l'écrivent avec chaman C-H-A, d'autres avec S-A-N, et d'autres donc d'origine un peu anglaise, S-H-A-M-A-N, et chaman, donc avec E à la fin pour certains, et sans eux même pour d'autres personnes. Alors moi j'ai des amis chamans amérindiens qui m'expliquaient que chez eux, dans certaines tribus, dans certains langages tribal, le mot chaman, ça veut dire fou. Et donc, ils veulent absolument pas qu'on les appelle chamans, eux, c'est des hommes ou des femmes médecine. Oui, mais parce qu'en fait, moi j'ai vu un peu plus large que ça, c'est que les talents d'un chaman touchent beaucoup de domaines. Oui. Et il y a des chamans qui consacrent leur temps pour soigner, il y en a d'autres qui font en effet le fou. Oui. Et en faisant le fou, ils enlèvent la folie de tous les membres de leur village. Il y a même des chamans joyeux, comme des chamans clowns, comme par hasard, comme quoi le chamanisme est à l'origine de beaucoup de choses dans le développement personnel. Et les chamans clowns, c'est aussi un art de guérir quand même là derrière. Parce qu'un monde où on a perdu la joie de vivre, les éclats de rire, où les gens sont prisonniers du sérieux, et ben les clowns chamans ou les chamans clowns font vraiment du très très beau travail. Oui, d'ailleurs je crois que Tal a écrit un bouquin qui s'appelle
Alors je me souviens plus du titre, mais un truc dans la rirothérapie ou un truc comme ça. Oui. Rire, c'est guérir. D'ailleurs, actuellement, on offre ça lorsque les gens s'inscrivent donc, sur notre site www.santéglobale.info au singulier. Donc pour en revenir à mon histoire. Alors oui, le chamanisme, voilà. Comment on est rentré dans ta vie? Je communiquais même aussi avec le crocodile, hein, le caïman. Hein, ouais. J'assistais à des réunions dans la forêt. Ouais. Avant même de voir le film sur Little Buddha, ouais. J'ai eu une expérience extraordinaire où mes parents étaient en train de récolter, mes grands-parents, du manioc et des patates douces. Et on se trouvait dans un coin de la forêt qu'on ne fréquente pas toujours. D'accord. Les parents et les grands-parents, les oncles, y vont pour planter. Et c'est au moment de la récolte qu'on amène les enfants parce qu'on va faire une fête où on va invoquer les esprits. Et là, les femmes qui ne travaillaient pas, certaines allaient chercher du bois, d'autres allaient chercher de l'eau. Et moi, j'ai fait partie des femmes qui allaient chercher de l'eau. On traversait toute une forêt, mais très dense, hein. C'est pas comme les forêts qui ne sont pas habitées. Des forêts qui grondent, quoi, qui grouillent de vie. Oui. Qu'on voit les êtres ou pas, on sent que c'est habité. C'est inexplicable, c'est comme ça. Et moi, je suis partie avec les femmes d'abord, mais comme je jouais longtemps dans l'eau, et qu'elles avaient confiance que je retrouvais le chemin, à un moment donné, comme par hasard, elles étaient déjà toutes parties. Et me voici avec ma cruche sur la tête, parce que je portais sur la tête, je viens de loin, hein, je portais sur la tête, et je commençais à traverser la forêt. Et à un moment donné, j'ai vraiment senti comme si le souffle s'est arrêté. La respiration s'est arrêtée. Mon cœur lui-même s'est arrêté. Et comme j'étais déjà assez visionnaire, je suis médium, je voyais apparaître des êtres, des animaux que j'ai jamais vus, bizarroïdes. Je voyais par terre des plantes qui se manifestaient, qui se coloraient. J'entendais le vent, comme si ce n'était pas un vent direct comme ça, qui part comme ça, mais des vents qui sont comparables en énergie à ces petits rus qui rentrent dans des rochers, qui sortent dans les herbes, qui passent dans le sable. Le vent commençait à faire des sons divers. Et là, les branches des arbres se sont penchées. Mais là, au lieu d'être contente de l'extraordinaire, mon cœur a redémarré. J'ai eu une peur, mais la trouille de ma vie d'enfance que je devais avoir dans les 6-7 ans en ce moment-là. J'ai commencé à prendre les jambes à mon cou, j'ai balancé la cruche, j'ai hurlé. Avec une impression que j'allais me faire avaler. Que j'allais me faire aspirer, que la forêt et tous les éléments étaient vivants et qu'ils allaient m'intégrer. Je ne pouvais pas me dire que c'est une intégration qui faisait plaisir. Non, l'enfant que j'étais, c'était la chocotte. Bien sûr. Et j'entendais alors en ce moment-là chanter la nature. Le vent qui faisait chanter les feuilles, les fleurs qui rayonnaient un peu plus. Il n'y avait pas beaucoup de fleurs parce qu'on était un peu dans une partie un peu désertique, parce que là où ça pousse des maniocs, on ne peut pas dire que ça soit... Il y avait la proximité du fleuve. Les arômes se faisaient sentir davantage. Les abeilles là. Là, il y en a... Plus tard, j'ai compris le rôle des abeilles. Bien sûr. Mais en ce moment-là, non. Les abeilles, et les abeilles se vêtissaient de toutes sortes de teintes dans leurs plumes. Et il y avait aussi les libellules, là, je sais faire la différence entre les deux. Et tout ce monde qui marchait en harmonie. Des tortues qui apparaissaient, même des chèvres, des biches,
c'était ordinaire, un temps normal, là, c'était... ils étaient différents, leur teinte était différent. On percevait leur douceur, comme s'ils surgissaient dans notre monde. Ouais. Et donc, il y avait ça, plus toutes sortes d'expériences, les voyages hors du corps, mais il y avait encore autre chose, c'est que depuis que j'ai 4-5 ans, j'étais attirée par une maison un peu au fond, où exerçaient un peu des chamans. D'accord. Et des malades arrivaient de partout, à pied, en charrette. Et surtout quand ils œuvraient dans leur petite case, je percevais même de l'extérieur ce qui se jouait à l'intérieur des cases. D'accord. Et comme mes parents étaient absolument contre, mes grands-parents, tu n'iras pas, non, 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 ce sont des païens. Parce que jusqu'à aujourd'hui, je fais partie d'une famille à Madagascar où ce que je suis, c'est la honte. D'accord. Non, chaman, sorcier, c'est pas terrible. Alors, quand je viens voir certains membres de ma famille, je peux pas dire que je me cache, mais je ne peux pas dire non plus que je ne me cache pas. Ouais, je ne peux pas dire que je me soumets, mais je ne peux pas dire que je ne me soumets pas volontairement, parce que j'ai eu la vision que ce sont des enfants. Ouais. Donc, c'est pas vraiment pour la peur aujourd'hui, mais le respect des enfants. Ouais, bien sûr. Bien sûr. De l'ignorance dans laquelle ils sont plongés. Ils répètent les mêmes choses, ils sont dans la religion. Et quand ils sont dans la religion, ils sont tout, sauf des sages pour la plupart. Bien sûr. Ils vivent dans tout, sauf dans l'amour. Eh oui. Ils ne savent pas ce que c'est vraiment aimer. Ils ne savent pas ce que c'est rayonner, se soutenir, encourager à flamboyer, encourager à ce que le règne de la lumière, des esprits se fasse sur terre. Donc, oui, en effet. Donc, même mon fils Gwen, qui est le seul d'ailleurs à me rejoindre officiellement, alors que j'ai d'autres enfants qui ont le talent. Ouais. Ça se voit qu'ils ont ramené ça d'ailleurs. Mais ils refusent. Des fois, je pense à mon fils. Si je suis contente, des fois je me dis, dans l'innocence, dans la jeunesse, il a vécu ici, mais il ne sait pas encore vraiment totalement combien. Ouais. Dans les familles malgaches, on n'est pas Oui, bien sûr, bien sûr. honoré. Donc voilà. Et je m'adresse également à beaucoup de malgaches qui connaissent ça, parce que je rencontre de plus en plus des centaines et des centaines maintenant qui sont comme moi, mais qui ont peur de contact avec les malgaches, avec la famille. Et donc du coup, moi très tôt, je faisais des voyages. Très tôt, j'étais amenée dans le monde des rituels chamaniques. Mais je me suis rendu la vie difficile parce que ces chamans-là n'étaient pas non plus de mon ethnie. Ouais. Et je me suis rendu compte que ce qu'on voit en Occident reste la réalité chamanique. C'est-à-dire que si des chamans de culture d'ailleurs viennent former en France, en Suisse, en Allemagne, en Italie, c'est pas pour autant que c'est gagné que les Français, quand ils vont aller chez eux, ils seront reconnus comme des chamans, bien sûr. malgré leur capacité à voyager, à soigner. Donc, j'ai vu que c'était une des difficultés à l'époque. Ça m'enrageait même à des moments, mais j'ai compris maintenant plus tard que c'est aussi pour que renaisse autre chose. C'est qu'on est amené à avoir des difficultés, à plonger dans des difficultés pour pouvoir accoucher d'autres choses, mais sans guerre. Et c'est pour ça que dans ce livre, donc sur le chamanisme sauvage, c'est marqué libérer des traditions. Je ne fais pas partie ni de la tradition malgache, ni d'aucune tradition. Je respecte toutes les traditions. Je trouve que les ancêtres ont été bien, mais je suis à la tête du coup du mouvement du chamanisme sauvage dans le monde. Et c'est un chamanisme qui propose vraiment des façons de pratiquer complémentaires.
Ouais. En tout cas, tout sauf inciter à répéter, tout sauf à créer des clones de chamans. Oui, oui. Donc, Parce que là, en Occident, les gens, soit ils sont amérindiens, soit ils sont sibériens, oui, soit oui, ils sont toujours les gens à la mode. Mhm. Exactement comme la plupart des gens qui s'éveillent, ils ont tous été égyptiens. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Ils ramènent des soins. Ouais, Bref, et en fait, je propose autre chose, mais peut-être qu'on aura le temps d'en parler. Oui, on va en parler. Mais moi, ça me rassure quand même quelque part de t'entendre parler comme ça, parce que bon, moi, c'est vrai que je suis, on va dire, issu d'une culture celte, puisque moi je suis chaman celte, mais je prône, et ça fait maintenant pas mal d'années que je prône ça, pas un rejet de la tradition, parce que je respecte toutes les traditions, mais un mélange, et moi j'appelle ça un chamanisme universel. Oui. Mais j'avais l'impression d'être tout seul dans mon coin, parce que il y a les chamans celtes, il y a les chamans amérindiens, il y a les chamans machin, il y a les chamans... Je m'entends bien avec tout le monde, moi, mais dans ma pratique, je mélange tout parce que ça me convient. Oui. Et je croyais que j'étais tout seul, et ça me rassure de t'entendre parler comme ça. Et donc il y a un mouvement qui s'appelle chaman sauvage, mais c'est complètement ce que moi j'appelle le chamanisme universel. Chamanisme sauvage parce que les esprits m'ont invité à porter l'étendard du chamanisme sauvage, c'est-à-dire du chamanisme originel même. D'accord. Cette forme de chamanisme qui a existé un peu partout sur la planète, où il n'y a que quelques lois fondamentales. Ouais. La première est que nous ne sommes pas seuls, nous sommes accompagnés d'esprits qui viennent de beaucoup de royaumes, d'en haut, d'en bas, et même du milieu, ce monde dans lequel nous sommes. Et ensuite, si c'est très bien que les ancêtres ont trouvé des voies dans toutes les directions pour pouvoir soigner, il ne faut pas fermer, comme on a fait avec les channels dans la Bible, pour réduire les gens et les obliger à répéter seulement les rites ancestraux. Oui, parce que du coup, ça donne des êtres qui sont dans une compétition, qui c'est mieux répéter les traditions chamaniques de telle origine, de telle autre. Et en fait, plus on répète comme ça, plus ça nous réduit, parce que ça veut dire que il n'y a pas d'avenir pour le futur de l'humanité, parce que tout a été déjà trouvé. Mais si tout a été trouvé, on ne serait pas dans la dans laquelle. Ok, bah écoute, je suis vraiment content. Alors, si vous acceptez l'intégration... Et puis, il y a également autre chose, c'est que beaucoup de chamans n'ont peut-être pas suffisamment voyagé dans le temps et dans les espaces, dans les temps et les espaces. Mais moi, quand je faisais des voyages hors du corps, j'ai également eu accès à mes vies antérieures. Oui, bien sûr. Donc aujourd'hui, j'ai envie de rire quand quelqu'un dit je suis chaman celte, parce que moi, je l'ai été. Oui, bien sûr. J'étais une Amazone, j'étais dans des tas de pays, et pas seulement des pays les plus prestigieux. J'étais aussi dans des pays où on arrachait les cœurs. J'étais dans la secte des femmes lunaires. J'étais également dans la secte des femmes solaires. Parce qu'on parle beaucoup de solaire comme c'était les hommes, mais c'est une civilisation beaucoup plus tard. Bien sûr. Il y a eu des femmes solaires, mais c'était des guerrières, c'était des puissantes êtres. J'ai fait partie des clans des hommes. J'ai fait la guerre, j'ai navigué dans la mer, j'ai fait des esclaves, j'ai été esclave jusqu'à il n'y a pas longtemps. J'étais malade mentale, j'étais soignée comme j'ai soigné, j'étais chinoise, bref, j'étais coréenne, j'étais américaine, amérindienne. À partir du moment où on commence à quoi ça sert que je me réclame? On est bien d'accord, on est tout à fait d'accord. C'est même dommage aujourd'hui que des fois à certains festivals, il y a des gens qui disent « Nous faisons partie de la tradition de... » Moi, je suis noire là, dans cette vie. Je suis une femme, mais je connais.
Bien sûr. Alors, comment faire pour pacifier tout le monde que nous pouvons avoir été toutes les races? Mais on a été toutes les races. Et tous les gens qui ont travaillé un peu sur la régression le savent. Parce que en faisant ce genre de voyage, on s'aperçoit qu'on a été, on a tout été, quoi. Je ne dirais pas pour autant que tous, parce que il y a toujours des jeunes générations. Oui, bien sûr. Il y a des jeunes qui s'intéressent à notre planète et qui s'intègrent pour la première fois. Donc certains ont un peu de mal d'ailleurs à s'intégrer. Oui. Comme d'autres ont du mal à s'abandonner à cause des mémoires négatives du passé. Tout à fait. Donc, oui, voilà quoi. Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors tu voulais dire? Oui, je te disais donc, comme je suis pleinement rassuré du fait que je ne suis pas tout seul dans mon coin, si les chamans sauvages acceptent l'intégration de cet énorme mouvement de chamanisme universel où je suis tout seul, t'es pas le premier à me le dire. Je vous rejoins. Bertal était aussi déjà dans ce chamanisme donc universel. Bien sûr. Et beaucoup de personnes. Mais on est ensemble parce qu'en fait, la vision chamanique que je prône, que je préconise, c'est que c'est plus regarder qui répète quoi, mais qui a la puissance. Oui, tout à fait. Et qui ose incarner son côté chaman avec fierté, sans dépendre du qu'en dira-t-on. Exactement. Qui ose manifester sa puissance en laissant les esprits les accompagner jusqu'au bout, mais sans chercher à tuer ceux qui sont différents. Bien sûr. Vive la lumière. Mais est-ce que, parce que ma lumière règne, que je dois éteindre les autres lumières? Exactement. Ouais, donc moi c'est dans ça. D'accord. Et tout le monde peut apprendre à faire des rituels chamaniques, puisque je forme moi-même au chamanisme, que ce soit en stage, en formation, en stage seul, en stage à 2, en formation à 4, avec toute notre équipe, avec Tal, Jean-Marie Muller et Gwen Clapp. Comme je forme également donc sur le web, actuellement je suis avec l'Académie de la Nouvelle Vie sur la formation en chamanisme sauvage sur 10 modules. D'accord. La dernière fois c'était avec Conversation Papillon du Québec, qui a vraiment réuni des milliers et des milliers de personnes. J'ai aussi été avec Winspiration Day, qui réunit beaucoup de thérapeutes un petit peu de tous bords du monde entier. Et notre particularité à 4, c'est que on n'est pas que chaman. On est en fait dans ce qu'on appelle la médecine holistique. Donc on est chaman, on est channel, on enseigne également la naturopathie, on fait partie du club des jeûneurs. On va sur le chemin du végétarisme, pourquoi pas même du véganisme, et pourquoi pas même de manger lumière, mais sans faire la guerre. Ça sert à rien. Des végétariens qui sont dans la guerre en traitant les autres de mangeurs de cadavres, je trouve que c'est très méchant. On ne peut pas être frère avec les animaux si on doit tuer les humains. Il faut apprendre. Je ne suis pas non plus avec les véganes hyper rigides, qui cassent tout sur le chemin, qui se veulent être les meilleurs, parce que je me dis entre être la race des Aryens et le véganisme, je dis mais franchement, on n'arrête pas de tourner en rond avec ça. Bien sûr. Mais en même temps, attention, je ne dis pas que tous les végétariens ou que tous les véganes sont comme ça. Non, non, bien sûr. Je dénonce seulement les extrémistes. Les extrémistes, voilà. Mais comme d'habitude. Fanatiques. Les extrémistes, plutôt que... Oui. Tu vois la même chose, quelle que soit la matière. Oui, voilà. On est d'accord. Ok, on va avancer un petit peu plus. Alors, tu m'as quand même pas répondu complètement à la question du chamanisme. Comment c'est entré dans ta vie? Oui, ben, j'ai toujours été entraînée avec le chamanisme, à chanter pour la nature. Ah, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est qu'au départ, bon, toi, tu avais déjà une certaine connexion. Mais
tu as été confronté au chamanisme malgache quand même. Oui, et après tu l'as dépassé, mais au départ tu as quand même été confronté avec ça. Bah, en fait, les chamans de mon village ne voulaient pas vraiment de moi. Ah bon? Pour deux raisons principales. Ouais. La première, c'est que j'étais qu'un enfant. D'accord. J'étais vraiment très jeune. Ils n'arrivaient pas à comprendre. Ils ont beau me chasser à 5 ans. Écoute, non, j'étais là. J'ai décollé. Là, voilà encore la petite. Et de deux, j'étais une ethnie différente. Ah. Ah non, non, pas celle-là, parce que c'est une boursa. Elle vient des hauts plateaux. Alors, moi, c'est marrant. Les hauts plateaux me dit, oh, celle-là, c'est devenue une côtière. Ouais. Parce qu'elle est maintenant un mourouk, comme on dit ça, là, je parle même plus, le merne, l'ambagna, le merne, complètement bien. Et quand je suis chez les gens du Sud, ils savaient que j'avais pas de famille. Je n'appartenais pas à des familles qu'ils connaissaient. Et ils disaient, ah non, ça c'est une bourzane, elle est de haut plateau. Mais en fait, sur cette planète Terre, j'ai toujours été différente. Oui, d'accord. Et c'est drôle parce que la plupart des médiums, des chamans d'ailleurs, ont souffert de ce genre de choses. De ce climat de rejet, d'abandon. En fait, on ne ressemble pas aux autres. Oui, on a quelque chose de spécial que l'on n'explique pas. Mais on a ça. Et puis un jour, je devais avoir, je n'étais pas bien vieille, hein, peut-être 7 ans. Dans les 7 ou 8 ans. J'ai dû dire une date dans mon livre, mais plus je vieillis, et j'ai des expériences, moi je me rappelle comme c'était moins important, mais en tout cas j'étais très très jeune. Donc les chamans m'ont testé. D'accord. Ils ont dit, ah tu es chaman, ok. Bah, tu vas pas dormir ce soir. Tu vas quitter la chambre discrètement. Et tu vas te retrouver ici où il y avait le totem familial. Et je sais que dans la journée, quand on se promenait, même entre enfants, on n'osait même pas montrer la direction du lieu de leur totem familial. D'accord. Dès qu'on faisait comme ça, moi j'ai appris, il faut faire comme ça pour enlever le... pour enlever le sacré là, qui peut t'attirer la foudre, le danger. Et si on marchait, on devrait faire des tours. Et si on marchait et qu'on était trop près, on baissait les mains, on baissait les chines pour envoyer le respect. Et cette nuit-là, il était question que j'aille là-dedans. D'accord. Et là, je raconte dans mon livre, et c'est même la naissance dans celui-là? Dans celui-ci. D'accord. C'est même la naissance de cette prière sauvage. Alors, la prière sauvage. Ouais, que vous verrez sur YouTube. Ah, on la voit sur YouTube. Donc, filmer comment ça se passe. Ah, ok. Parce que moi, j'ai tout prévu, c'est-à-dire d'entrer dans le monde chamanique. Ouais. Mais je n'avais pas prévu que c'était un des soirs sûrement, un peu comme solstice d'été ou solstice d'hiver, où les âmes revenaient. D'accord. Pour avoir une chance d'être accompagnées dans les mondes de lumière. Bien sûr. J'ai vu brusquement apparaître des âmes, mais comme c'était des zombies qui tournaient en rond, qui parlaient... Jusqu'à ce que même il y en avait qui m'ont aperçu. Et je ne savais pas qu'est-ce qu'ils avaient perçu en moi. Mais en fait, dans mon enfance et dans mon énergie chamanique, j'émanais une lumière. Et ma lumière montrait une direction. D'accord. Donc, c'était pas vraiment moi, ma personne, qui les attirait à venir vers moi, puisqu'ils étaient dans un état un peu de zombie, à être enfermés là depuis des siècles, que même les chamans ne sont pas arrivés à libérer. Oui, bien sûr. Mais par la lumière que j'avais en moi, d'accord. Par mon innocence, par ma passion. Il n'y avait pas une histoire de supériorité en ce moment-là. Bien d'accord. Donc, du coup, j'ai dû d'abord terroriser encore. J'ai dû en fait faire ce qu'on appelle la prière sauvage, où j'ai aligné mon corps physique, mon corps émotionnel, mon corps mental, mon corps spirituel. Et là, quand j'ai commencé à faire ma prière la plus sincère, la plus intense qui soit,
Ça a atteint vraiment des dimensions, ça a ouvert des portes. Ouais. Et ça a libéré toutes ces entités ouais, depuis ok, des d'accord. générations. Ouh. Donc il y avait ça. Et puis arrivé en France, je n'étais pas éveillée comme chamane pour autant. Parce que quand j'ai rencontré Tal, j'étais plutôt comme ça, passive. Même dans mes premières années d'enseignement, j'enseignais surtout ce que Tal enseignait. J'enseignais pas le chamanisme, j'enseignais pas des enseignements spirituels tels que moi, je les ai reçus et vécus. Mais c'est parce que, en fait, je ne comprenais pas vraiment ce que les gens voulaient. Je ne comprenais pas vraiment ce que c'est être chaman. Qu'est-ce que c'est être chaman? Mais à force, en fait, d'écouter des gens, de voir des conférences, un jour, j'étais là. C'est donc ça qui manque en Occident. N'oubliez pas que dans certains de mes livres, mon premier livre, Debout les petits dieux... Alors, celui-là, c'est donc ton tout premier livre. C'est le tout premier. Donc, c'est Debout les petits dieux. Voilà. Comment retrouver son pouvoir souverain. Oui. Il est même réédité parce qu'au début, c'était une couverture violette avec une autre photo. D'accord. Qui était éditée par les éditions Vivé Soleil. Et là, il a été réédité par Pieter en Belgique. C'est la jeune Joanne, ça? Eh oui. Quel canon. Oh oh. Oh oh. On change. Tu es toujours très belle. Oh, mais alors là, t'es canon. Merci, merci. Ah ouais. Oui, oui, mes enfants disaient ça une fois et je ne savais pas si j'allais le prendre joyeusement ou avec un peu de colère. Maman, on a regardé des diapositives avec toi dedans. Waouh, que t'étais canon. J'ai dit, comment j'étais? Je suis. En fait, je sais pas pour vous, mais nous les êtres humains, à l'intérieur de nous, en fait, on ne vieillit pas. Oui, bien sûr. Donc, on ne se rend pas compte des transformations du temps sur nous. À l'intérieur, il y a quelque chose comme une conscience de soi qui n'a pas d'âge et qu'on découvre en vieillissant seulement. Hélas, que ça ne bouge pas. Si bien que des fois, on continue à avoir le même goût que quand on était jeune. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne se rend pas compte. Jusqu'à ce que des gens, je sais pas, des gens qui aident ou des casse-pieds vous disent « Non mais est-ce que tu as vu ton âge? Tu devrais pas être comme ça, avoir un goût comme ça. » Mais en tout cas, donc, on grandit. Et donc, dans mon livre « Debout, les petits dieux », j'étais en train de vous raconter, on en était où déjà? Je racontais mon intégration en Occident. J'amenais seulement pour une première fois ce que je voyais comme channel, c'est que je vivais comme chaman, mais sans me présenter encore comme chaman. C'est quand les gens venaient vers moi, notamment en sentant seulement mon énergie. Il y avait des personnes qui voulaient seulement s'asseoir à côté de moi. D'accord. Il y avait d'autres personnes, ça recommençait comme dans mon enfance. Aussi, ça c'est aussi le signe du chaman. Ouais. C'est que des adultes ou des enfants, des femmes, des hommes, des fois, quand ils n'étaient pas bien, je ne comprenais pas, ils venaient puis me toucher mon vêtement. Ouais, d'accord. Certains touchaient mes cheveux. Ouais. Je pensais que c'est parce que j'étais très claire de peau, en étant d'une ethnie différente, qu'on m'a toujours regardé un peu bizarrement. Mais en fait, j'avais quelque chose comme ça en moi. Et oui, quand j'ai écrit Debout les petits dieux, je disais, je l'ai écrit en noir sur blanc, je regardais les Malgaches, notamment ma famille, avec une peine terrible. Parce que je me suis dit, moi j'ai la chance d'aller vers un pays tellement civilisé, qui a plus de misère, qui a plus de maladies, qui a la technologie à tout soigner. Ouais, t'as dû être déçu alors. Ah bah oui. Et puis, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui me cherchaient moi, qui cherchaient des dons, des talents que j'avais, mais que moi, je n'en voulais pas. Ça a été très dur pour moi, vous savez. Oui, ça a été très dur. Il m'a fallu en fait faire une grosse marche arrière. Où j'ai dû admettre que je n'avais pas vraiment tout compris.
Comme aujourd'hui encore, je me dis, je n'ai pas encore vraiment tout compris. Mais la façon de le vivre n'est pas pareille. Heureusement pour toi. Ouais, ouais. Mais en ce moment-là, quand je dis vrai, quand j'étais à côté de mes pompes, c'était très difficile pour mon ego. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, si je me dis, je n'ai toujours pas tout compris, je suis en paix avec ça. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est quand même différent. Ça change beaucoup de choses, oui, tout à fait. Ah, oui, oui. Ok, ok. Donc ça, c'était ton premier bouquin. Voilà. Alors, le bouquin qui a suivi, c'était quoi? Oui. Donc... c'est ça? Oui. Plus tard... Alors, plus tard, ça veut dire quoi? Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un, quand j'écris un livre, j'en écris des fois 4-5 en chantier. Mais le temps de les faire paraître, c'est pour ça que c'est plus tard. Même si le livre était déjà prêt, comme actuellement j'ai déjà un livre sur le chamanisme sauvage, sur la pratique qui est prêt. J'ai des fascicules sur la pratique du chamanisme. J'ai d'autres livres sur des histoires de vies antérieures. Mais très franchement, des fois, soit j'ai pas la force d'aller les terminer, soit j'ai des facettes rebelles qui ne veulent pas les terminer parce que je m'accorde la permission de guérir dans ce sens. Bien sûr. Ou soit les esprits qui m'accompagnent me trouvent encore immature. D'accord. Et voilà, donc dans ce livre... Donc celui-là, c'est La mort n'est jamais un accident. Comprendre enfin ce qui se passe après. Oui, alors là, c'est suite donc à la mort de mon frère, assassiné en 92 à Madagascar. D'accord. Et je vivais déjà en Suisse. Ouais. Je venais tout juste de connaître Tal. Un an. J'étais déjà maman et j'étais déjà thérapeute puisque j'avais déjà écrit mon premier livre. Je faisais déjà beaucoup de conférences. Mais je voulais chercher les assassins de mon frère. D'accord. Parce que vraiment, c'était une mort atroce. Ouais. Et là, j'ai dit non, il faut me venger. Il faut mettre les coupables en prison. En avant! Pour la révolte, la marche. La guerrière, quoi. Voilà. Et j'ai toujours vu des morts m'apparaître, mais à distance, en passant. Ouais. Ou avec un message, mais sans vraiment vouloir quelque chose de moi. Et mon frère m'a harcelé. Mon frère m'a harcelé. Mais en fait, parce qu'il voulait absolument me parler, il voulait absolument m'éveiller. Il a dit, maintenant c'est le temps, tu es prête. Et je ne suis pas seule. Il montrait même les esprits qui l'accompagnaient. Et qu'on avait même les mêmes guides. D'accord. Et qu'on s'était même déjà connus avec Tal. Ouais. Et lui, à des époques. On a une vie décenniale. Bien sûr. Donc, j'ai dit, ça alors. Et donc, j'ai essayé de fuir. Ce qui était étonnant, c'est que quand il m'apparaissait ici, vêtu d'une façon ou dans un endroit particulier, avec des messages très précis, lorsque je communiquais avec les membres de ma famille à Madagascar, ou même ailleurs que Madagascar, eh ben, il se présentait aux mêmes personnes, avec les mêmes vêtements, avec les mêmes messages, avec les mêmes éléments, si bien que on ne pouvait pas ne pas accepter que ce qu'on avait vécu était vrai. Oui, bien sûr. Et lorsque j'ai enfin, parce que je ne veux pas aller dans tous les détails, bien sûr. Lorsque j'ai enfin accepté de l'accueillir, parce que vraiment, je sentais que je ne pouvais pas l'éviter, il m'a dit, Joanne, je viens vers toi parce que une des choses que tu as vues quand tu étais enfant, c'est que l'être humain n'est pas un bloc de personnes, mais un être composé de multiples facettes, dont certaines sont déjà lumineuses, déjà grandes, déjà bénéfiques, comme d'autres peuvent être immatures, jalouses, mauvaises,
infantile. D'accord. Et il a dit, c'est le temps pour toi de retrouver cet enseignement que tu n'as pas su assumer. Alors j'étais là. Oui, ok. J'ai dit, comment se fait-il et quel est le rapport avec toi? Il me dit, parce que je vois que tu as l'intention de vouer une partie de ta vie à chercher les assassins et une partie de tes finances même. Ouais. Alors que tu es maman, alors que tu as ta vie, alors que tu es marié, alors que tu as à charge encore les parents, la famille et des villageois. Et que de toute façon, ça ne va pas le ramener. C'était mieux encore, mieux encore. Alors j'ai dit oui, je vois. Il a dit, tu sais quoi? En fait, il y a des assassins que l'on voit vraiment à l'extérieur avec leurs armes. Ouais. Mais il y a des assassins qui participent à la mort des gens. Oui. Et qu'on n'attrape jamais. Et pourtant, ils font partie des assassins. D'accord. Comme toi, là, j'étais là. Oui. Je veux dire. Qu'est-ce qu'il raconte? Après, il me dit, dans les facettes de la personnalité dont tu parles, et que tu as baptisé les sous-personnalités psychoactives, parce que dans ma tête, je voyais ça, je les appelais comme ça, les SPPA, avant que mes livres ne paraissent. Il a dit, tu as quelques-unes de tes facettes qui ont participé à ma mort, comme les membres de ma famille, de notre famille, ont participé à ma mort. D'accord. Oui, ça peut surprendre. Il dit, physiquement, tu étais un Occident. En tant qu'épouse tu ne m'as pas tué du tout, il n'y avait aucun intérêt. En tant que thérapeute, tu ne faisais pas partie de mes assassins parce que tu soignes plutôt les gens, tu les conscientises plutôt à ne pas se faire du mal les uns à les autres. Bien sûr. En tant que aventurier, tu étais tout à fait une personne correcte. En tant que chaman, parce que chaman est différent d'enseignant. Enseignant, c'est conférencier, mais chaman, c'est vraiment entrer, soigner. Il dit, je ne vais pas te citer tous tes personnages, parce que tu les connais. Mais il a dit, en tant que sœur, tu as toujours fait partie de ceux qui ont essayé de m'éjecter. J'ai dit, comment ça? Je n'ai qu'un seul frère et je tiens à toi. T'es le premier frère, j'en avais deux. Il dit, mais regarde, les parents voulaient un garçon. L'aîné, c'est une fille. L'aîné, c'est toi? Non. Ah, non, d'accord. La deuxième, c'est une fille, c'est toi. Ah, d'accord. La troisième, c'est une fille. Oui, ok. Seulement la quatrième, c'est moi. Essaie d'imaginer la déception des parents. Ouais. Et même certains d'entre vous, les parents, ont refusé de trouver un prénom. Carrément, oui, ok. Il dit, en fait, vous trois même, vous avez lutté pour être non seulement le garçon de la famille, avant mon arrivée, pour correspondre aux rêves des parents. Oui, bien sûr. Mais vous avez fait du jeu de coude pour être le meilleur garçon. D'accord, ok. Et donc, quand je suis arrivée, vous avez essayé de m'éjecter. Déjà depuis mon enfance. Waouh, oui, effectivement, ouais. Là, j'ai vraiment vu, j'ai vraiment senti. Il a dit, dans cette lutte pour être le garçon, toi, tu as choisi comme arme de travailler très vite, rapporter de l'argent avec ta femme d'affaires pour subvenir aux besoins des parents. Non seulement tu as subvenu aux besoins des parents, mais pour leur faire plaisir, tu as subvenu à mes propres besoins de garçon de la famille. Ouais. Ça veut dire que moi, je réussis financièrement, tu m'as acheté une vieille 4L, mais c'est quand même toi bien sûr. qui m'a apporté ça. Et il dit, l'argent vient de quoi? C'est l'argent qui, normalement, devait servir à amener tes enfants en vacances. D'accord. À leur donner une qualité de vie, supérieure. Ouais, ok. Eh ben, la facette de mère chez toi me détestait. Ah ouais, d'accord. En me disant, tant que c'est
tant qu'il existe, Mhm. jamais je n'y arriverai. Ah ouais, ça fait mal quand même d'entendre ce genre de choses. Ok. Donc, en tant que femme d'affaires, je trouvais qu'il était un poids sur mes épaules. Mhm. En tant que maman, je trouvais qu'il était en compétition avec mes propres enfants. Mhm. Il a dit, et tu te convaincs que tu n'as jamais souhaité ma mort? Bon. Et tu négliges la puissance des pensées, Mhm. des objectifs. Bien sûr. Bien sûr. Il dit, mais les gens sur Terre, ils n'assassinent pas toujours avec une arme dans les mains. On est bien d'accord. Mais la haine, le jugement, ça fait des trous Ouais. dans le corps énergétique des gens. Tout à fait. Et on vacille. Et on n'arrive pas à trouver son centre. Mhm. Ouais, ouais. Et il a dit, sans oublier le fait que toute personne qui naît, comme toute personne qui meurt, ce sont elles-mêmes qui ont le pouvoir vraiment total de décision, Mhm. mais ils se laissent plus ou moins sous l'influence Ouais, de d'accord. tous ces êtres qui participent. D'accord. Et les parents eux-mêmes qui disaient, une fois que le garçon était là, ils étaient déçus parce que je ne voulais pas être un garçon macho, Ouais. je voulais être un garçon tendre, et là, c'était la déception. Bien sûr, bien sûr. Ils voulaient que je me lève, que je les porte à dos, or j'y arrivais pas. J'avais Mhm. besoin de mes sœurs. Deuxième déception aussi. D'accord. En fait, il a dit, même les parents, même s'ils m'aimaient, ils ne m'aimaient pas, Joanne. Là, j'en avais les larmes. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. J'ai vraiment compris en ce moment-là. Il a dit, alors je reviens pour te dire ça, et pour te dire, écris cette vision des sous-personnalités psychoactives. C'est celui-là? Et du coup, dans la partie Ah non, des il y a- voyages, il y a celui-là aussi. ça a commencé là, Ah, ça a commencé des avec- voyages vers les sphères célestes, Donc le voyage Voilà. vers les terres célestes. où j'accompagne mon frère jusque dans D'accord. les sphères, C'est les étapes vers le Vers- paradis voilà, et la découverte des SPPA. Donc Voilà. SPPA, c'est sous personnalité psychoactive. psycho-active. D'accord. Parce que je les vois de mes yeux autour de la tête de chaque personne. Ok. Donc j'ai accompagné mon frère jusque là-bas. J'ai pu voir du coup les divers plans. Donc ça intéresse Mhm. beaucoup de gens ce voyage. Et en fait, j'ai encore fait un autre livre qui n'est pas là. Non, je me D'accord. rappelle. Un livre qui s'intitule Maestros. Ok. Mais il n'est plus réédité et je n'ai pas D'accord. le modèle là. Et donc, dans ces livres, il y a beaucoup de messages spirituels. Il y a une nouvelle manière de nous présenter dans notre identité divinement humaine. Ouais. Il y a la présentation de ces personnages qui sont à l'origine de tous nos succès, du succès de toutes les relations harmonieuses avec les autres, mais qui sont également à l'origine de tous nos échecs, nos maladies et des conflits avec les autres. D'accord. Mais alors, ces SPPA, donc partir à la découverte de ces SPPA, en prendre conscience, dans le concret, ça veut dire quoi? Si je sais que une de mes facettes, c'est, je sais pas moi, enfin, peu importe, et que en fin de compte, ça ne me convient pas, est-ce que je peux travailler pour que ça devienne autre chose? Absolument. Mais déjà, le fait que ça ne nous convient pas, c'est exactement l'erreur. Ah, Parce que comme ça ne commence nous mal. convient pas, on en a honte. d'accord. Donc, on a tendance à les cacher. Ouais. Mais dès le moment où tu caches certaines de tes facettes, Uhum. tu es tout sauf dans l'amour. D'accord. Tu sors déjà dans l'art d'aimer. D'accord. Et dès le moment où tu caches l'une ou l'autre de tes facettes, ça Ouais. veut dire que tu ne l'assumes pas. Et qui va aller la chercher pour la guérir? Ouais. Donc ça passe par la phase vraiment de faire sa connaissance, Uhum. de l'approcher et de trouver l'outil de guérison qui correspond à sa situation. D'accord.
parce que là, on est sur la planète, la plupart des outils de guérison concernent l'énergie ou les 4 corps. Ouais. Massage, Oui. soigne, on draine le corps physique. Reiki, on modèle l'énergie. Channeling, on reçoit des messages, des anges, des guides. Chamanisme, on soigne des maladies ou on éloigne des esprits négatifs, néfastes. Alors que le travail sur les SPPA, c'est que on va permettre à chaque SPPA de vivre sa vie tout en l'éduquant à s'adapter sur la planète Terre et à s'adapter aux autres. D'accord, mais... si tu veux, voilà comment ça se passe. Oui. Je suis chamane. Ouais. Alors, on peut dire, je suis bonne chamane. D'accord. Mais qui dit si je suis une bonne maman? Ouais. Eh bien, c'est pas parce que je suis une bonne chamane que je suis dispensée oui, non, d'accord. de pouvoir être une bonne maman. D'accord. Or, des fois, on met des hiérarchies. Ouais. Il y a des gens, parce qu'ils sont chamans, on ne demande jamais à vérifier s'ils sont déjà des bons parents avec leurs enfants. Ouais, ok. Et s'ils ne travaillent pas dans ça, on tolère. T'as qu'à regarder les maîtres spirituels dont on parle sur Terre. Ouais. On voit même qu'ils ont été des époux exécrables. Oui, tout à fait. Des enfants qui avaient des problématiques graves, plus ou moins graves avec leur mère. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas parlé avec leurs frères. Ils ont vécu dans des climats de jalousie où même on dit il était supérieur, il était magique, il était différent. Et on n'entre pas en cause sur la souffrance que ça a enduré au sein de la famille. Mais comment peut-on aller dans la lumière? D'accord. Et se réaliser en ayant des frères et sœurs que tu as laissés dans ces états. Oui, bien sûr. D'accord. Que tu n'as pas su approcher, que tu n'as pas su soigner. D'accord. Ok. Comment peux-tu aller dans la lumière en tant que maître spirituel si toute ta vie tu t'es contenté seulement à briller, à rafler les étoiles et les succès, d'accord, sans jamais parvenir à marcher main dans la main avec tes frères et sœurs qui sont déjà des enseignants, et c'est encore pire avec tes frères et sœurs qui sont encore des élèves. Oui, non, bien sûr. Les sous-personnalités, on peut en avoir une multitude alors. Ah oui. Donc j'ai un côté chaman qui a la vocation de se prendre en charge et de s'occuper de tous ceux qui se sont perdus, qui se sont affaiblis, qui sont malades. Ouais. Parce que nous sommes conçus pour pouvoir nous apporter. D'accord. J'ai également un côté patient. Ouais. Si bien que certains chamans peuvent mourir parce qu'ils savent être chamans, mais ils ne savent pas se présenter comme patients. Oui, bien sûr. C'est grave, c'est grave. J'ai un côté enseignant qui fait des conférences, qui dit des belles choses, qui sait dire des choses épatantes, extraordinaires, qui élèvent les consciences. Mais j'ai aussi un côté élève. Oui, bah oui, ça. Or, des fois, il y a des gens, ou bien ils sont élèves, et ils ne sont qu'élèves, ou bien ils sont enseignants, et ils ne sont plus qu'enseignants. Et ils deviennent des casse-pieds, parce que partout ils passent, ils enseignent. Ils enseignent. Et si bien même que des fois, ils confondent être en couple, être en face d'un élève. Tout à fait. Soit le monsieur prend sa petite femme pour son élève. Au début, elle était passionnée. Oui. Mais le temps passe et à un moment, elle veut un mari et pas un enseignant. Bien sûr, on est d'accord. Ou l'inverse, quand la femme est thérapeute, qu'elle fait la thérapie des enfants à table, qu'elle fait la thérapie du monsieur, qu'elle fait la thérapie, on les rencontre au malheur entre deux portes des toilettes, on a droit à sa petite thérapie. Tu as l'air faible, attends, je rectifie là, ton énergie, Si être thérapeute est une richesse, si on a la vision que sa partie thérapeute est le pilier de son être, pour ne plus brandir que ça,
alors on est en déséquilibre. D'accord, ok. Parce que du coup, même nos propres enfants, quand ils se lèvent, quand ils nous entendent commencer à vouloir les soigner, certains d'avance, dès qu'on ouvre la bouche, commencent à faire... Oui, 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 bien sûr. Et des vies de couple qui se déchirent. Ils se déchirent pour ça, oui. Rien que pour ça. On est d'accord. Okay. Donc les personnages, il y a des séducteurs, il y a des gens, ils sont thérapeutes, ils n'ont pas de succès, mais parce qu'ils ont... ils ont en fait supprimé leur séducteur en pensant que c'est juste de la fantaisie, c'est superficiel. Alors on est là en train de soigner, voilà, écoute, ton énergie va mal. Là, moi je peux t'aligner ça tranquillement, assieds-toi, bouge-toi là. Au revoir monsieur, voilà. Merci d'être venu. Voilà, voilà, vous avez bien fait quand même de venir, parce que là vous étiez à 2 doigts de mourir. Oui, il n'y a pas de séducteur. Insupportable. Or, il y a des fois des thérapeutes. Ah, bonjour. Oh, vous avez une bonne mine aujourd'hui. Voilà, je me sens bien quand je m'approche de vous. Vous savez que vous faites du bien, vous? Oh là là, j'aime bien ça. Et quelle belle ouverture. Quel courage de venir jusqu'ici encore. Alors, prêt à s'allonger un instant, goûter à la thérapie? Oui, non, c'est d'accord, c'est pas le même débat, ouais. D'ailleurs, même il y a des gens, des malades, ils font le chantage d'une telle manière que ils croient qu'ils viennent seulement pour le chaman qui est en nous, le thérapeute qui est en nous, mais avec une attente qu'ils ne conscientisent pas, qu'ils attendent aussi le côté parent. Et si on n'est pas un gentil papa, pendant le temps de la consultation, il y en a qui refusent de se guérir, de se laisser guérir. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc, oui, non, on est d'accord. Donc là, c'est de ça qu'on parle. Exactement. Ok. Donc ce livre-là, nos personnages intérieurs, créateurs de nos succès et de nos malheurs. Voilà. Ok, ok. Et donc, pour pouvoir être, on va dire, en plénitude, il faut travailler, il faut déjà reconnaître ces différents SPPA. Personnages d'énergie dont nous sommes tous porteurs, même si nous n'avons pas les mêmes priorités. Ouais. Alors comment Par exemple... comment est-ce que tu vas établir l'ordre des priorités? Bon, parce que, ok... Il n'y a pas d'ordre des priorités. Il n'y a pas d'ordre de priorité. Les personnages se manifestent eux-mêmes dans chaque situation. D'accord. Par exemple, je vais comme chaman à un festival. Et je ne suis pas mariée. D'accord. Arrivé devant le festival, je remarque, Eureka, mon âme sœur. Je ne suis pas venue pour ça. Je remarque que c'est réciproque. Comment faire de la place à cet amant qui a fait la rencontre pour trouver eux-mêmes leur place, leur situation, sans les amener dans le chamanisme? Sans que ça perturbe ma pratique chamanique. Enfin, si. Donc, je vais disséquer mon temps. Tiens, je vois que j'ai ce personnage-là qui s'éveille. Je vais m'arranger pour lui donner du temps et de l'espace pour qu'il vive son expérience indépendamment de mon côté chaman. D'accord. Si pendant que je suis chamane, il y a une rivière qui longe là, et j'entends un élan en moi, j'irai bien, je cours, je sens que j'ai envie tout simplement de plonger dans l'eau, nu, ce soir, juste pour être avec les esprits de l'eau et tout ça, et qu'il y a une autre voix qui est en moi qui me dit, non mais arrête, à ton âge, ou t'es pas ici pour ça, t'es ici comme chaman. Pas du boulot, je suis désolé. Voilà. Ça veut dire que le côté enfant chez moi, c'est manifesté pour pouvoir avoir droit à son espace. Et si je lui donne la place, il va m'apporter de l'énergie. Bien sûr, bien sûr. Parce que plus je vis heureux dans toutes mes facettes, mieux je me porte. Bien sûr. Mais le problème, c'est que des fois, on confond. Je suis chaman, par exemple. Quelqu'un vient pour demander une consultation. Or, dans ma femme d'affaires, je suis en pénurie.
Mais au lieu de me dire, je n'ai pas le temps là de faire des soins parce que je dois pratiquer comme chaman pour tout le monde, c'est ma femme d'affaires qui va dire, et tu n'as qu'à le recevoir un peu comme ça là-bas, et puis tu lui fais juste un petit peu n'importe quoi, et tu gagnes l'argent. D'accord. Ouais, ok, ouais. Ou pendant que tu es chaman, il y a quelqu'un, c'est un de tes frères qui est là. Ouais. Et un de tes frères qui est un apprenti, ou qui est épaté par ton chamanisme, et qui dit, Gérard, j'aime beaucoup ce que tu as fait comme chamanisme tout à l'heure, mais je n'ai pas tout à fait compris la passe que tu as fait devant tout le monde là. Ouais. Parce que dans mon chamanisme à moi, j'ai jamais vu ça. Ça n'existe pas chez moi. Ça n'existe pas. Ouais, d'accord. Si tu l'entends avec la voix du cœur et de l'amour, tu vas lui donner rendez-vous. D'accord. Écoute, mon petit frère ou ma petite soeur, écoute, moi je veux bien te voir un instant, mais là, je n'ai pas d'espace. Mais si tu l'entends avec ton ego, j'appelle le pitbull qui vient de Bouboule, Bouboule qui vient de pitbull, non mais qu'est-ce que c'est, t'as jamais vu un geste comme ça de chaman? Non mais tu viens de quel chaman toi? Ouais, d'accord, Donc je suis peut-être bonne chaman, mais très mauvais enseignant, très mauvaise sœur, et ça, un jour ou l'autre, il faut bien que tu règles ça, oui, bien sûr. T'as qu'à regarder aujourd'hui. Il y a des tas de chamans merveilleux, mais qui n'arrivent pas des fois à se mettre ensemble. Pas seulement à cause du chamanisme, mais parce qu'ils ont des traumatismes en tant que frères. Ils sont compétitifs en tant qu'enfants. D'accord. Ils se jalousent en tant qu'hommes d'affaires ou femmes d'affaires pour vouloir tirer la couverture seulement vers soi. Certains même sont en compétition de séducteurs, d'amants. D'accord. Comment veux-tu que le chamanisme avance si tu ne travailles pas sur tout ça? On est complètement d'accord. Et pas seulement le chamanisme, on voit ça également dans la spiritualité. Oui, bien sûr. Ok. Alors, on en arrive au dernier bouquin. Alors, c'est pas ton dernier, puisque tu en as plusieurs autres en chantier. C'est vrai. C'est le dernier qui a été publié, celui-là. Voilà. Donc, c'est les missions qui donnent un sens à notre vie sur Terre. Ah, c'est le tome 2 de Maestro dont tu parlais tout à l'heure. Voilà, exactement. Ah, ok. C'est deux livres qui se lisent séparément. Ah, ça se lit séparément. Voilà. Ok. Et donc là, ça montre que chaque personnage a fait des contrats durant notre existence sur Terre. Par exemple, si j'ai un enfant qui n'a pas réussi à faire son enfance auprès de mon père, je vais en fait attirer à moi l'énergie de quelqu'un qui pourrait représenter mon père. D'accord. Pour me permettre de refaire mon enfance. Ok. Et on le sait sur la planète Terre, parce qu'il y a des fois des gens qui disent « Oh, mais celle-là, elle n'arrête pas de me prendre pour son père. » Mais on le dit avec un air découragé. Oui, c'est vrai. Alors que si on pouvait seulement savoir que la personne est attirée, joue l'enfant, mais parce que toi, tu as un de tes parents qui a besoin de savoir aussi jouer ce personnage pour passer à autre chose. Bien sûr. Donc, on ne respecte pas les contrats et on change de contrat à volonté à chaque fois qu'on est mal à l'aise, à chaque fois qu'on a peur et à chaque fois qu'on n'a pas le temps, sans oser tout simplement dire, écoute, j'entends bien que tu veux ça. Je comprends bien que j'ai besoin de ça. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous? Ou, juste maintenant, ça me fait peur. Tu peux y aller doucement parce que ça me fait un peu peur. Parce qu'il y a toujours moyen, en fait, de traverser les expériences pour qu'elles soient supportables. Bien sûr. Et le problème, c'est que dans la panique, on ne se rappelle pas de tout ça. On coupe tout simplement. Et du coup, on empêche l'autre de se guérir. On s'empêche soi-même de grandir. Bien sûr. Voilà. Tout à fait. Ok. Même dans notre vie de couple, on a beaucoup travaillé sur ça. Il y a des moments d'âge, je ne vois pas comme un grand homme. Des fois, je le vois comme un enfant.
qui cherche une maman. Il y a des moments où Tal, je ne le vois pas comme un enseignant, je le vois comme un frère. Mais il y a des moments où il ne sait pas être frère. Il est plus doué en enseignant que de jouer le rôle de frère. Parce que comme par hasard, c'est le petit dernier de sa famille. Chez eux, il n'y avait que des garçons. Et le quatrième enfant, tu vois, c'est presque le contraire de chez moi, est une fille. D'accord. On comprend après pourquoi est-ce qu'on s'est attiré. Oui, non, bien sûr. En plus d'être enseignant. Alors, puisque tu parles de couple, vous avez fait avec Tal un DVD qui s'appelle Leçon de vie, comment gérer les conflits du couple grâce à la découverte de ces SPPA. Voilà. Donc ça, c'est celui-là. Donc c'est quoi? C'est une suite de sketchs? C'est magnifique. En fait, on monte en sketch donc des situations. Les situations les plus ordinaires qui nous entraînent tous dans des conflits. D'accord. Des guerres de pouvoir parce qu'on se sent agressé, on ne se sent pas compris, on a passé par ce chemin plutôt que passer par autre. On a utilisé les mauvais personnages. Donc, on met en premier lieu les personnages et les conflits qu'ils entraînent. Et ensuite, on s'arrête et on propose les bons personnages. Qui vont entendre les situations d'une certaine manière, répondre en restant dans l'accueil, en permettant au personnage de l'autre de pouvoir vivre son contrat, et en étant reçu par l'autre avec son propre contrat. Ah d'accord. Ça aide. Vous avez dû bien vous amuser. Ah oui, on s'est bien amusé. On s'est bien amusé. Ok, alors bon là j'en ai que quelques-uns parce que vous avez fait plein de choses. Donc là, l'émerveillement, comment réenchanter sa vie, tragédie, comédie. Alors ça c'est quoi? C'est aussi c'est beaucoup de travail sur les émotions. D'accord. Donc comment sortir les émotions négatives pour pouvoir entrer justement dans l'émerveillement, dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie. On propose là-dedans toutes sortes d'exercices et comme on le propose en les jouant, la personne peut non seulement entendre les enseignements, mais apprendre de visu, s'entraîner directement avec nous. D'accord. C'est génial. Oui, non, mais j'imagine. Parce que beaucoup de gens ont beaucoup de très très belles choses déjà, mais la plupart sont bloqués au niveau émotionnel. Alors ils ne vivent pas dans la légèreté. C'est vrai. Mais tu sais que moi maintenant ça fait quand même quelques années que j'exerce et j'utilise aussi bien dans mes conférences que dans mes formations des choses que j'ai appris et que j'ai vues avec vous, par exemple sur l'émotion. Le sketch de la pleureuse, je l'utilise, moi, c'est génial. C'est extraordinaire. Ou alors Tal quand il fait le tigre. Le tigre. J'utilise ça. La peur. Extraordinaire. Et j'utilise parce que je trouve ça tellement parlant et les gens comprennent bien. Tal, c'est vraiment le maître des émotions. Je le salue. Il est vraiment multipotentiel. Il est incroyable. En alimentation, en gestion des émotions. Alors l'alimentation, puisqu'on en parle, donc vous avez fait un DVD. C'est un DVD, oui, c'est un DVD. Alimentation, savoir se nourrir avec plaisir et sans conflit. Voilà. Là, donc, on présente les règles de base de l'alimentation, tout en proposant la règle des 3 V. Végétal, vivant, varié. Voilà, c'est ça, végétal, bravo, vivant et varié. Et on parle également de tenir compte de son énergie. C'est pas seulement l'aliment qui va vous permettre de retrouver votre équilibre. Il y a aussi le fait de lâcher vos émotions. Il y a aussi le fait d'apprendre à équilibrer vos hémisphères cérébraux. Il y a aussi le fait d'apprendre à écouter la petite voix du cœur. Donc, comme vous voyez, vous êtes à travers ce DVD simple au cœur de ce qu'on appelle vraiment la médecine holistique. On a par exemple des gens qui savent jeûner merveilleusement bien, mais ils ont des conflits intérieurs qu'ils ne savent pas résoudre. Et le jeûne à lui tout seul ne permet pas définitivement de résoudre ça.
Comme on a des gens, ils savent déjà vraiment bien, ils mangent, ils sont végétariens, végétaliens, ils sont extraordinaires. Oui, il y en a même qui mangent lumière, mais qui ont quand même fait des cancers. Oui. Donc, ça montre qu'il manque. En fait, pour nous, ce qui manque sur notre terre, c'est des gens qui vivent vraiment de manière holistique. Par exemple, ce qui est très drôle, à quelle heure est-ce qu'on mange à table pour se mettre à table? Des fois, 3 fois par jour, pour la plupart des gens, petit déjeuner, repas du midi, repas du soir, pour le corps physique. À quelle heure est-ce qu'on passe à table pour le plan émotionnel? À quelle heure est-ce qu'on se met à table pour le plan mental? Sachant que les aliments nous apportent, nous nourrissent et nous nettoient. D'accord. Il en est de même pour les aliments vivants qui nous apportent les vitamines, les hormones, les minéraux, les oligo-éléments, toutes sortes de choses que la plupart d'entre nous savons déjà. Mais les aliments également nous ramonnent, nous nettoient. Les aliments permettent de drainer les toxines vers l'extérieur. Donc ça, c'est une autre fonction. Ben, les émotions, c'est la même chose. D'ailleurs, les émotions n'ont pas toujours été négatives. Elles le sont devenues depuis qu'on a appris à les bloquer. Quand je ris, je m'apporte des endorphines. Oui. Mais en même temps que je m'apporte des endorphines, je purifie la négativité que j'ai emmagasinée dans mon être, et à la fin de ma séance, je vais me sentir de plus en plus légère et pétillante. Donc le rire n'a pas fait seulement que de m'apporter de la nourriture, m'a aussi permis de me nettoyer. Pour harmoniser les hémisphères cérébraux, on a soit les voyages intérieurs spirituels nouvel âge, on a les voyages chamaniques. Dans les voyages, je me nourris à travers ce que les esprits m'apportent, aussi bien la sagesse, aussi bien les recettes de santé. Là, je viens encore de faire hier un voyage vers l'animal totem. Vraiment, ça a réuni plus que 1000 personnes en direct. Hein. Et des gens qui sont restés jusqu'au bout alors qu'il y avait 2h30 d'atelier avec des exercices et tout. C'est sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Eh bien, dans ces voyages, je m'amuse également et du coup, en fait, j'harmonise mes hémisphères cérébraux, le cerveau gauche, siège du rationnel, qui comprend la logique des choses et qui accepte de m'accompagner, et le cerveau droit, siège du rêve, de l'imagination, qui entre dans l'enchantement dans ces voyages que je fais, qui s'amusent comme des enfants, et du coup, je me purifie de la négativité, je me purifie de tous les jugements que j'ai eus, je me purifie de tous les grondements que j'ai rencontrés, d'avoir été traité comme nul, d'avoir été chassé comme juste quelqu'un d'imaginatif. Et je me retrouve en compagnie d'esprits qui vont me faire du bien. Et là, c'est mes corps d'énergie qui vont se dilater. C'est le rayonnement de mon être qui vont s'harmoniser et mon aura va devenir plus scintillant, plus... Et c'est à des moments comme ça, je me fais photographier, par exemple, avec le moyen donc, de Kirlian. Là, j'aurai l'aura absolument... lumineux, fantastique. Mais si je me photographie à des moments où je n'ai pas ri, où je n'ai pas lâché les soucis, où je n'ai pas appris à voyager, mais que je me suis seulement contentée de me nourrir, des fois c'est pas assez, en effet. Bien sûr. Donc nous sommes des êtres holistiques, nous sommes également amenés à entendre la petite voix du cœur. Pas seulement notre petite voix du cœur, mais la petite voix du cœur de tous les êtres vivants, où que ces êtres se trouvent dans l'univers. Et c'est possible, n'oubliez-vous, les bruissements des ailes d'un papillon font bouger les étoiles. Oui, tout à fait. Tout à fait. Le dernier DVD qu'on va présenter aujourd'hui s'appelle Thérapie du ciel et de la terre. Oui.
Alors là, c'est la présentation de toutes les thérapies que je fais. C'est que j'enseigne comment accéder au monde spirituel, je parle des guides, j'amène également des recettes thérapeutiques du ciel vers la terre, comme j'amène les pratiques thérapeutiques de la terre pour être visible de l'univers en entier, pour enchanter aussi le monde. Parce que si on dit souvent nous sommes des enfants de Dieu, des enfants divins, des fois on ne se rend pas compte que ça signifie beaucoup de responsabilités. Parce que être un enfant, être un Dieu, un enfant divin et être un Dieu, signifie en fait participer avec les grands esprits pour soigner la terre et tous ses habitants, comme soigner les cieux avec tous les habitants des cieux également. Et il existe donc plusieurs sphères. Et si on parle même déjà des cieux, si ce n'est qu'avec les pluies d'acidité, si on parle des cieux avec des nuages plus ou moins lourds, avec des nuages plus ou moins toxiques, il y a ce qu'on appelle les élémentaux dans le monde des esprits qui s'occupent de ça. Oui. Les sylphes, les névas, pour ne citer que les dragons, mais il y a aussi nous. Est-ce qu'on va arrêter de se comporter seulement comme des enfants qui ont besoin d'aide pour pouvoir aussi basculer en être adulte qui porte secours à la terre, considéré en ce moment-là comme son enfant, et au ciel, considéré aussi en ce moment-là comme son enfant. Eh bien, les esprits qui nous aiment ne trouvent pas qu'en disant ça, on se gonfle d'ego. Bien au contraire, ils sont très heureux de voir que nous nous ouvrons à participer à l'évolution des mondes, de l'univers en entier, en apportant nos chants, nos danses, nos visions, nos méditations et nos musiques, avec le son de la bouche et le son des mains et la danse du corps. Ok, super. Alors venez à la formation du chamanisme sauvage. C'est très vibrant. Ça fait peur aussi parce que on est amené à venir au centre du cercle, on est amené à faire soi-même des rituels chamaniques d'ouverture, de fermeture. C'est pas du chamanisme où les chamans seulement font, c'est du chamanisme où chaque être humain pratiquera le chamanisme. Cool. Voilà. Alors pour conclure, on va parler rapidement de quelques CD. Alors des CD, il y en a une foultitude. Donc là, j'en ai pris 4. Voyage au centre de soi, c'est le CD numéro 16. Oui. Ça, c'est un des rares, parce qu'on paraisse CD avec la voix de Tal et la mienne. Ça équilibre très bien les hémisphères cérébraux, équilibre la voix, le manque de voix paternelle, de présence paternelle, comme le manque de voix maternelle, la présence maternelle. D'accord. Avec donc l'harmonie de la voix de Tal et de la mienne. D'accord, donc ça c'est on va dire une méditation guidée. Voilà. D'accord, ok. Alors ça c'est toi. Oui. Chant d'exorcisme de la chamane sauvage. Oui, voilà. Donc j'enseigne en fait à exorciser, j'enseigne des chants sauvages, j'enseigne des danses sauvages, j'enseigne également d'utiliser toutes sortes de bruits parce que la vision est claire. C'est que la négativité, comme les entités négatives, sont en fait terrorisées par les grimaces et par le bruit. C'est pour ça que vous ne verrez pas d'exorcisme avec la voix douce, on harmonise. On harmonise, on a la douceur, certes, mais à la fin, une fois qu'on a fait sortir le mal. Voilà. Or, la plupart du temps, notamment dans le Nouvel Âge, on a très peur de tout ce qui est bruyant, de tout ce qui est... Et là, donc du coup, on se précipite pour lisser, et souvent,
on est dans des thérapies un peu comparables. La complâtre. Oui, tout à fait, complètement. Okay. Alors ça, c'est un peu le même principe, chant de guérison et de libération chamanique. Oui, donc ça, c'est apprendre à faire des chants sauvages. Il y en a plusieurs, en fait, ne pas avoir peur. Parce que sinon, on entre dans le problème que représente le chamanisme traditionnel, où on apprend par cœur des chants culturels. Et si le chaman n'est pas là, on ne se rappelle plus du chant. Alors c'était comment déjà, si je vous enseigne un chant malgache, et le jour où je ne suis pas là, ou des années après, c'était quoi déjà le chant? Donc l'énergie baisse et tombe. C'est faire confiance que nous sommes inspirés perpétuellement. Et donc, si j'essaie de trouver un chant, immédiatement je peux avoir peur. C'est du blanc dans ma tête. Parce que je me dis, oh là là, jamais j'arrive à rien. Surtout qu'on m'a tellement dit que j'arriverai jamais à rien. Ben oui, mais si j'ose tendre les mains, ouvrir mes yeux, les laisser se remplir d'étoiles, ouvrir ma foi, accueillir esprit de la vie, esprit d'amour, je sais que vous êtes là à m'inspirer tout le temps. Et je peux faire un chant. Avec le tambour ou sans tambour, avec un maracas, sans maracas, en tapant des mains ou pas, ou des mouvements. Je fais un autre. D'accord. Ça veut rien dire. Il n'y a pas de vraie parole dedans. On parle la langue des oiseaux. D'accord. On parle même la langue sacrée dont on parle dans la Bible. D'accord. Ça ne veut rien dire pour le cerveau gauche. C'est ce que je dis. Mais ça parle au cœur. D'ailleurs, les gens qui m'entendent chanter des chants sauvages, surtout souvent, je leur demande de garder les yeux un peu mi-clos. Ouais. Mais il y en a qui sont vraiment bouleversés. Ça rit, ça pleure dans des conférences, c'est off. Donc en fait, à un moment, c'est pour ça que j'enseigne des rituels d'ouverture avec des verbes, déclaration d'amour. Ô esprit de la terre, toi qui as toujours été aimant, toi qui as toujours été présent, ô mère merveilleuse Gaïa, toi où coulent des rivières, toi qui me permets de bénéficier de la puissance, de la magie des cascades. Terre-mère, regarde ces aliments que tu me donnes tous les jours. Père céleste, tu fais rayonner ta lumière éternelle sur moi. J'aime sentir ces esprits au-dessus de moi, en moi, autour de moi. Je parle la langue sacrée. Handake shendake barakate, hatarashika, ndarake bake, hotike tsayandake. Hombaretai, ahana, umba, hepakarasatake, hotikarabakarate, homanareke, hotrishan, pundaretika, prosi, narake, apokati, aha, oh, oh, you. D'accord. Et là, grammaticalement, ça veut rien dire. C'est des mots que tu as balancés comme ça. Non. Non, mais ce que je veux dire... parlons avec douceur. Balancer. Ouais, non. De quoi? Allez, accepte justement le côté chaman. Le chaman d'amour. Oui. Le parent spirituel. Ouais. C'est exactement ça, les personnages. Parce que sinon, on se durcit et puis on casse tout. Là, je répète ce que je viens de faire. J'ai osé lâcher le contrôle, le cerveau gauche. J'ai osé sortir de cette envie d'être toujours compris des êtres humains et de briller en ayant trouvé les mots les plus puissants, les plus géniaux. Je me confie au monde des esprits et je parle une langue, celle que l'on parle à tous les nouveaux-nés partout sur la planète Terre.
D'accord, ok. Est-ce qu'on dit n'importe quoi? Non. Non, On non. ne dit pas n'importe Non, quoi. parce que tu dis les choses avec ton cœur. On parle avec le Ouais. cœur, Oui, on non, ça- oublie le non, mais- contrôle de la tête. C'est ce que je disais. Et c'est génial de pouvoir entrer là-dedans parce que on sort vraiment de la peur, du contrôle. Et on n'est qu'avec les esprits qui nous tendent les mains, qui nous aiment, qui chantent et qui applaudissent dans tous les sens. Et quand on fait faire des rituels chamaniques avec ça, en fait, j'ai découvert que certaines personnes ont très peur de verbaliser pour être compréhensible du cerveau gauche. Et du coup, ils perdent le moyen, leur Oui, énergie. tout à fait. Et d'autres ont très peur de gazouiller avec les oiseaux, de chanter avec tous les nouveau-nés et de donner la main avec les esprits, tout en restant beau, resplendissant. Ça fait peur. Ok, Voilà. ok. Oui, Alors, pour conclure, le dernier, Ouais. 4 chansons de Johan avec Jacques Thierry. ouais. Donc là, c'est des vraies chansons, avec des vraies paroles, je veux dire. Exact. En français ou en malgache Ou en anglais ou en chinois en malgache. En malgache, d'accord. Je ne parle pas malgache du tout quand je fais la langue des oiseaux ou le langage sacré. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui pensent que je parle malgache. Non, Ouais. je ne parle pas malgache en fait. Vraiment, je parle une langue. D'accord, Mhm. ok. Donc ça, c'est des chansons... c'est quel type de chansons? C'est des chansons Il sacrées y en a, ou- oui, il y a, c'est des chansons en fait très positives et qui propulsent la conscience dans des sphères vraiment très très élevées. D'accord. C'est des chansons qui nous rappellent qui nous sommes. C'est des chansons qui nous permettent de nous identifier et de nous rappeler certaines de nos missions, de nos rôles, de nous rappeler la grâce, la beauté, la divine beauté, les mots d'amour. Oui. D'accord. Et malgré que ce soit en malgache, C'est en français là. ah là, c'est en français, Ouais, d'accord. ouais. Les 4 chansons sont en Ah, c'est français. en français, d'accord. C'est un musicien-compositeur malgache qui l'a fait pour moi, Jacques Ouais. Thierry. Ouais. Et il y en a qui se dansent un peu, il y en a qui permettent de méditer. Il y en a qu'on chante d'ailleurs en groupe. Et quand Ouais. on chante en groupe, waouh, Ouais. c'est incroyable. Et il y en a une sur Madagascar, D'accord. où je raconte un peu la beauté de mon pays, mais aussi la peine que ce pays se donne d'être souvent un peu bloqué par nos dirigeants Ouais. politiques et autres. D'accord. Et on peut y voir Madagascar, mais on peut aussi identifier son propre Son pays propre pays, oui, bien à sûr. Madagascar. D'accord. Alors voilà. Ok, Johan, bah écoute, merci pour cet agréable moment passé en ta compagnie. Merci d'avoir partagé avec nous toutes ces connaissances, toute cette joie, toute cette bonne humeur qui t'anime. Et j'espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres vidéos ensemble. Parce que moi, j'ai passé un excellent moment. Moi aussi. Tu es super, tu es très chaleureux. Et j'adore voir tes yeux pétiller quand tu souris. J'espère que j'ai pu enrichir tous les foyers de ceux qui nous ont écoutés, regardés. Je vous invite à me découvrir sur YouTube, où il y a plusieurs vidéos sur beaucoup de sujets. Sur Facebook également, où vous pouvez me suivre. Et je suis très heureuse de marcher côte à côte avec mon frère chaman, mon frère humain, mon frère divin, Merci, Gérard Johan. Confino, que je salue et que j'honore. Merci. Et merci aux esprits. Merci aux esprits. Chers amis, vous avez l'habitude, vous avez vu en bas de la vidéo, pendant toute la durée de la vidéo, il y a une bande passante où vous avez toutes les informations de contact pour pouvoir contacter Johan. Donc, si vous voulez en savoir plus, découvrir ses DVD, sa chaîne YouTube et autres, vous avez toutes les indications en dessous. Voilà, vous êtes bien sur Planet Gaïa TV, l'aventure va se terminer aujourd'hui. Nous sommes dans l'émission Le Coin des Chamans et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures. Bye bye. Bye bye.
Velouma. Ça fait du malgache par contre. D'accord. Au revoir. Salut tout le monde. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister, de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.